Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Dont l'Argus de l'assurance, c'est un organisme bien évidemment certifié Calliope, qui a plus de 100 programmes et 400 sessions de formation programmées chaque année, des formations que vous retrouverez en présentiel ou en distanciel et toutes animées par des praticiens experts de l'assurance sur des thématiques variées, la conformité, le risk management, tout ce qui est réglementation, mais aussi le digital, la data science, et puis assurance de personnes et assurance dommages. Donc, nous avons sur la thématique qui va nous intéresser ce matin, une formation directive CSRD et normes ESRS pour appréhender vos nouvelles obligations et puis les impacts futurs, bien évidemment, de ces obligations. Et c'est justement la formatrice qui anime ce stage qui est avec nous ce matin, Judith Assouli, consultante en déontologie et conformité financière. Donc nous la recevons pour parler de ce sujet, je le remercie. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions grâce au petit module point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les lui relayerai à l'issue de son intervention. Judith, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et rendez-vous tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup Laurence, bonjour à tous, je suis ravie donc pas de vous voir mais de savoir que vous êtes là et je répondrai à vos questions pour vous présenter donc une nouvelle formation qui en fait se conforme à l'actualité et aux besoins sur la directive CSRD et en fait les nouvelles normes ESRS. Alors tout ça s'insère dans un contexte général que je vais présenter. En ce qui me concerne, donc je suis consultante, comme l'a dit Laurence, depuis 15 ans. Avant, j'ai travaillé chez HSBC pendant 17 ans où j'ai occupé différentes fonctions sur la conformité. Et depuis que j'ai quitté HSBC, j'interviens également donc auprès de banques, de fonds d'investissement et d'assureurs et de mutuelles sur tous les sujets de conformité, d'éthique et de lutte anti-blanchiment et tout ce qui tourne autour. Et donc, récemment, les besoins, enfin déjà depuis pas mal d'années, se sont fait jour sur le sujet de ESG. Donc, on va reparler de ESG, d'éthique, de finances durables. Et comme souvent, les choses se normalisent, c'est-à-dire que les régulateurs formalisent des attentes et des règles au fur et à mesure du développement de nouvelles pratiques et de besoins liés à l'environnement. Donc, l'environnement général, c'est-à-dire à la fois social et économique. Et donc, assez naturellement, j'ai envie de dire, on a des évolutions en Europe, pas seulement en Europe, mais je vais parler du cadre européen, sur des demandes de reporting concernant la durabilité. Alors, le mot durabilité englobe beaucoup de choses et notamment le sujet de l'environnement, mais pas seulement. On va voir qu'il y a les deux autres, puisqu'il y a ESG, donc environnement, social et gouvernance qui rentrent dedans. Et on ne part pas de nulle part, on part à la fois d'initiatives internationales et locales que je vais vous rappeler, et on part d'autres reporting qui sont déjà en place depuis quelques années que les sociétés cotées, les assurances et les banques mettent en place au fur et à mesure. Bien sûr, on va voir qu'il y a des critères pour devoir être en conformité, des critères qui visent des tailles d'établissement notamment, afin de communiquer à vos parties prenantes, à vos clients, à vos adhérents, des éléments sur vous-même concernant la durabilité. Je vais expliquer tout ça. Et donc, dans l'enjeu de ces nouvelles règles, il y a déjà de comprendre les attendus. Et ça n'est pas évident, d'autant qu'on est un peu au milieu du gué sur la directive CSRD, sur les normes associées, parce qu'on attend un certain nombre de détails encore. On appelle ça vous savez, il y a des mesures de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 en Europe. On attend beaucoup de détails sur le niveau 2, c'est-à-dire qu'on voit bien l'orientation, mais il nous manque encore des éléments plus précis, mais ça aussi, je vais l'expliquer. Et aussi, dans ce webinaire, je vais essayer de définir quels sont vos objectifs à vous et les impacts pratiques. Parce que finalement, il va falloir se conformer à ces nouvelles exigences de la directive CSRD.
savoir comment ça va évoluer et vous positionner par rapport à ça. Alors, je vais commencer par vous présenter le contexte international. Donc, on voit, merci beaucoup, dans ce contexte, on a le GIEC. Alors, tout le monde a entendu parler du GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Il ne va pas formuler directement des demandes pour les compagnies d'assurance, bien évidemment, mais ce que fait le GIEC, c'est qu'il produit des rapports sur les impacts du changement climatique. Ça, on en est tous informés hein, au niveau en tant que citoyen également. Et donc, ces rapports ont des influences puisque ça va influencer les attentes mondiales en matière de durabilité et ça va influencer les compagnies d'assurance qui sont incitées, disons, à prendre des mesures en réponse aux risques climatiques. Donc, c'est une première porte d'entrée de ce sujet de la durabilité pour l'assurance, c'est de prendre en compte le risque climatique et de prendre des mesures. Et les principales recommandations du GIEC pour les assurances et pour les entreprises en général vont inclure le sujet de la transition écologique, hein, qui est rappelé par le GIEC dans son rapport d'avril 2022 comme devant être une transition sociale et économique pour aller vers un nouveau modèle qui concerne le développement durable. Et toutes ces tendances vont avoir des effets sur chacun d'entre nous, d'ailleurs sur nos façons de consommer, de produire, de travailler pour faire face à tous les enjeux environnementaux. Je ne donne pas toute la liste, mais en quelques mots, il y a le changement climatique, la rareté des ressources, moins de biodiversité, etc. Et dans ce contexte, les entreprises, dont les compagnies d'assurance, doivent appréhender à la fois les incidences négatives de leurs activités sur le climat et les risques du changement climatique sur leurs activités. Ça va dans les deux sens. On va reparler de cette idée d'ailleurs, on appellera ça la double matérialité. Alors, les Nations Unies aussi ont fixé des objectifs. Il y a 17 objectifs pour 2030. Donc, ça, c'est le contexte international du GIEC qui va aussi être un peu le début de l'impact sur la transparence, c'est-à-dire le fait que les entreprises et les assureurs vont devoir communiquer. On a déjà un certain nombre de choses qui sont mises en place, notamment par les Nations Unies. Vous avez peut-être entendu parler des fameux PRI, les principes pour l'investissement responsable, qui sont des normes et des standards auxquels se réfèrent les sociétés de gestion et les hedge funds depuis, je dirais, au moins 10 ans. Et donc, tout ça, c'est une évolution. Je ne dirais pas que ça nous est tombé dessus ou que ça vous est tombé dessus. C'est une évolution qui a commencé il y a au moins 10 ans et qui, effectivement, comme toute nouveauté, va se normaliser au sens réglementé. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de lois et de règles qui vont contraindre les acteurs. Donc, au début, on vous laisse un peu agir sur la base du volontariat et des initiatives. Et puis, au fil du temps, les choses se normalisent. Alors, on va voir maintenant qu'il y a la norme du G20. Et le G20 donc, parle d'une norme qui s'appelle la Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. C'est une référence sur la divulgation des risques climatiques pour les compagnies d'assurance et pour les autres sociétés, cotées, banques, etc. Et donc, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, vous voyez, il y a à peu près 10 ans, en 2015, pour améliorer la transparence. Donc, je dirais que les initiatives viennent de différents pôles, des Nations Unies, du G20, du GIEC, et on retrouve les thèmes que vous allez revoir tout à l'heure dans les nouveaux textes, qui sont la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, avec des indicateurs clés. Donc, en fait, le G20 aussi, de même que le Conseil de stabilité financière, donc qui en fait partie, ont décidé de prendre en charge le sujet du changement climatique en améliorant la communication d'informations financières par les entreprises qui sont relatives donc au climat. Alors, voyons maintenant l'assurance, comment ça rentre en jeu, l'assurance et la finance durable. Donc,
il y a un engagement des assureurs qui est intervenu aussi en 2015, qui ont signé, en soutien à l'accord de Paris, un Paris Pledge for Action et qui s'engagent finalement à des démarches ESG dans leurs investissements. Parlons d'abord des investissements. Et donc, ça, c'est suivi par France Assureur, qui publie régulièrement des chiffres tous les ans. Moi, les derniers chiffres, c'est ceux de 2022. Je n'ai pas réussi à récupérer encore ceux de 2023, mais ils doivent être peut-être déjà publiés. On a 12,5% des actifs fin 2022 hors UC qui sont investis dans des activités éligibles à la taxonomie européenne, c'est-à-dire vraiment à ces critères de finances durables, soit environ 244 milliards d'euros. Et on a 7,8% des actifs des assureurs fin 2022 qui correspondent à des placements verts. Donc, placements verts selon la définition de l'Observatoire de la finance durable. On va aussi avoir en France, dans la loi énergie-climat, des définitions plus récentes. Donc, on a une augmentation régulière des placements verts. Déjà, par rapport à l'année d'avant, il y avait plus 17%. Je suis sûre que ça continue d'augmenter. Donc, ça, c'est l'environnement vraiment très général. Maintenant, on va faire un petit zoom sur les principaux textes sur la durabilité. Donc, on a des textes européens, des textes français. On a le règlement taxonomie, le règlement SFDR, la fameuse directive CSRD, les normes SRS dont je vais parler. On a un nouveau règlement Solva 2 qui prennent en compte tous ces sujets sur la durabilité. Et en France, on a la loi Pacte, les modifications de la DDA qui incluent le sujet de la durabilité dans le devoir de conseil. Et puis, on a aussi cette loi dont je parlais, transition énergétique et énergie-climat, qui parle à la fois de l'investissement des assureurs dans les produits dits durables et du devoir de conseil sur ces sujets-là. C'est-à-dire que dans la loi énergie-climat, on va vous dire que le devoir de conseil doit être refait tous les 2 ou 4 ans, selon les cas, pour prendre en compte les besoins ou les objectifs de vos clients sur l'investissement dans des produits durables. Alors, les critères ESG par rapport à la loi Pacte font que vous avez l'obligation depuis 2020 déjà, donc je ne vous apprends rien j'imagine, de proposer un support avec un caractère durable à vos assurés. On a depuis décembre 2015 déjà les assureurs français, la plupart, disons, les gestionnaires d'actifs, qui ont commencé à intégrer des critères ESG dans leur politique d'investissement. Donc, encore une fois, la pratique précède la règle, mais la règle se veut exigeante. Donc, on va voir aussi que l'article 29 de la loi énergie-climat de 2019 visait déjà à approfondir cet acquis français la France a inspiré l'Europe pour le règlement SFDR. Alors, on va voir le plan d'action de la Commission européenne qui a été mis en place suite à l'accord de Paris en 2015. L'objectif, c'est toujours d'organiser la contribution du secteur financier à la transition vers cette économie bas carbone. Donc, il faut 180 milliards d'euros d'investissement supplémentaires par an pour pouvoir atteindre les objectifs européens pour 2030. Et un des objectifs à atteindre majeurs, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un groupe de travail qui a été créé au sein de l'EIOPA, l'autorité européenne sur l'assurance et les pensions, qui a été créé en 2018. Et il y a un premier avis qui a été rendu à la Commission européenne en 2019. C'est là qu'on a eu un amendement aux directives Solvabilité 2 et DDA, dont j'ai parlé. Et encore une fois, les objectifs sont divers. Donc, outre l'objectif macro de lutter contre les changements climatiques et d'arriver aux objectifs 2030, c'est d'intégrer toutes ces considérations dans la réglementation prudentielle, mais aussi dans la protection du consommateur. Alors, dans le devoir de conseil, mais d'une façon générale, dans la protection du consommateur dans le secteur de l'assurance.
On va faire un zoom maintenant sur le contexte de la directive CSRD. Donc, la CSRD fait partie de ce pacte vert pour l'Europe et on est vraiment en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. D'accord? Donc, cette directive, elle a été écrite pour permettre la réalisation des objectifs de l'accord de Paris et engager l'Union européenne dans la transition écologique. L'objectif ultime après la date de 2030, c'est d'arriver à la neutralité climatique en 2050. C'est à la fois très loin et très près, en tout cas 2030, c'est demain. Et donc, on va avoir des normes de reporting avant CSRD qui étaient, comme je vous l'ai dit, basées sur les PRI qui viennent du Global Reporting Initiative de l'ONU. On avait l'International Sustainability Standards Board, dont vous avez certainement entendu parler, qui, conformément aux normes IFRS, demandait déjà certaines publications. On a la fameuse task force sur le climat dont j'ai parlé, et on avait, alors c'est là où on a un lien direct, la directive NFRD, dont je vais reparler tout de suite, qui est l'ancêtre, si je puis dire, ou ce qui préexistait avant CSRD. Alors, je vais essayer de vous expliquer en quoi CSRD remplace NFRD et quels sont les nouveaux champs d'application. Donc, on voit le champ d'application de CSRD, c'est d'abord donc d'élargir celui de la directive NFRD, qui est une directive sur l'information non financière. Premier élément, élargir le champ d'application. Le deuxième élément, c'est d'harmoniser les pratiques de reporting de durabilité. Parce que les initiatives locales, c'est bien, mais je ne sais pas si vous avez regardé, moi je l'ai fait, en tout cas, les publications ESG des différents fonds, compagnies d'assurance et banques, le problème, c'est que ce n'est pas comparable. C'est-à-dire que chacun, il va de sa propre initiative, et c'est très bien et ça donne des idées, mais la problématique, c'est que chacun publie ce qu'il veut et donc on a beaucoup de mal à se faire une idée en tant que consommateur ou investisseur. Donc, l'objectif, un des objectifs, c'est d'avoir des informations comparables et fiables, parce que qui dit reporting normalisé dit qu'il va falloir aussi expliquer, justifier pourquoi on fait tel et tel reporting. Et donc, on aura probablement plus de qualité et de transparence des données sur la durabilité. Qui va être concerné par CSRD, je vais y revenir, mais c'est les grandes entreprises qui, dès 2025, celles qui réalisent plus de 50 millions d'euros ou un bilan, enfin 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou un bilan supérieur à 25 millions d'euros et des employés de plus de 500 personnes devront publier sur les données 2024 un reporting en 2025. Après, il faut savoir que les seuils ont été rehaussés en février 2024 et les points clés du reporting que je vais vous expliquer tout à l'heure portent sur la gouvernance, c'est-à-dire les structures de contrôle de l'entreprise, les politiques en matière de développement durable, sur la stratégie, donc comment les stratégies commerciales peuvent agir sur les objectifs de développement durable. On va avoir des éléments sur les impacts, c'est-à-dire les risques et les opportunités prises par l'assureur qui publie en matière de développement durable. Et on a un certain nombre de données quantitatives et qualitatives, notamment sur les performances à produire. Et tout ça, je vais le rappeler, doit faire l'objet de vérification avant que ça soit publié. Donc, qu'est-ce que ça va nous amener comme changement dans le reporting? Sans doute, le point le plus important, c'est que ça va contraindre le planning. D'accord? Donc, ça va contraindre le planning de préparation, de publication de ce rapport. La deuxième chose, c'est que le choix de l'auditeur qui devra contrôler le rapport doit être fait dans l'Assemblée générale l'année d'avant. Le comité d'audit doit revoir le rapport après que l'audit externe aura été fait. Et donc, la vraie problématique de timing, c'est de récupérer les données du groupe, mais pas seulement, les données des parties prenantes. Et je pense que c'est un des grands enjeux, ça, dans le reporting, de récupérer les données.
les informations qui seront publiées devront être mises à disposition sous format numérique. Et donc, on va avoir, je vais y revenir, le principe de la double matérialité, c'est-à-dire en quoi l'entreprise agit sur le climat et en quoi le changement climatique a des effets sur l'entreprise. Et donc, le rapport de durabilité va s'intéresser à l'impact financier sur l'entreprise et à l'impact que l'entreprise a sur l'environnement. C'est ça qu'il va falloir évaluer à la fois qualitativement et quantitativement. Alors, je vais entrer un peu dans le détail des normes ESRS. Donc, on voit, merci. Les normes ESRS signifiant European Sustainability Reporting Standard, elles ont vocation à standardiser les déclarations non financières. Donc, on a 12 normes qui ont été, les 12 premières, préparées par l'EFRAG, le groupe européen de conseil sur le reporting financier, qui ont été adoptées en juillet 2023 par la Commission européenne et qui ont été publiées fin 2023. Et on attend encore des normes sectorielles, on attend encore des normes pour les PME. Et on va donc attendre, comme je vous le disais, des règlements délégués. Tout ça qui va concerner les publications à partir de 2027. Donc, dans ces normes, on en a deux types, en fait. On a des informations spécifiques, je vais vous montrer, des normes transversales, en fait, qui couvrent des principes généraux, et des normes thématiques sur les 3 thèmes de ESG, environnement, social et gouvernance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça couvre le fait de faire un reporting va permettre d'évaluer les performances, mais aussi d'une année à l'autre de montrer les évolutions. Donc certes, on pourra comparer les entreprises entre elles, mais on pourra aussi voir les évolutions d'une année sur l'autre. Alors je vous propose de finir cette présentation par vos impacts opérationnels d'abord. Donc les impacts opérationnels. C'est d'abord, à mon sens, de voir les écarts entre ce que vous faites aujourd'hui et ce qu'il va falloir faire pour être en conformité avec CSRD. D'abord, de voir si vous êtes concerné, bien sûr. C'est-à-dire qui est concerné, à quelle date, puisque la montée en puissance des entreprises se fait sur plusieurs années. De voir l'adaptation des stratégies commerciales aussi pour répondre à CSRD et sans doute les coûts qu'il faut provisionner. Donc, il faut planifier la liste des tâches à accomplir pour combler les écarts entre ce qui est fait actuellement. J'appelle ça un gap analysis. En conformité, on a l'habitude, quand il y a des nouvelles normes, on regarde ce qui était fait, on voit l'objectif et on détaille point par point tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre. Ensuite, la mise en œuvre, c'est d'intégrer donc les nouvelles exigences dans les process opérationnels et le reporting, de prévoir votre auditeur externe dès cette année en fait, et d'assurer cette vérification indépendante du prochain reporting. Et mettre en œuvre le reporting, c'est planifier avec un agenda assez serré comment on va collecter les données, comment on va les analyser, comment on va rédiger tout ça, à quel moment l'audit sera fait pour pouvoir atteindre, donc il faut faire un rétro-planning probablement, la date de publication. Donc, c'est vrai que ça met la pression, l'enjeu principal, c'est sans doute l'organisation de la collecte des données, mais pas seulement. C'est le premier enjeu, c'est sans doute, ce que je vous montre dans le dernier slide, c'est la formation. C'est-à-dire, alors juste, la formation, c'est comprendre dans le détail, parce que là, je vous montre en un peu moins d'une demi-heure tout ce qu'il faut faire, mais en réalité, c'est une formation qui se fait au moins sur une journée, vous vous en doutez, pour voir comment on peut modifier les reportings extra-financiers, de quelle façon adapter ces systèmes d'information, quelles sont les actions qui peuvent être menées en interne chez vous
mais aussi en externe pour le reste de la société, sur les sujets ESG, sur vos produits d'assurance, sur vos pratiques d'assurance, mais aussi vos propres investissements. Et aussi se former sur comment être davantage transparent, sous quelle forme publier, quel est l'objectif stratégique d'afficher ou pas des progrès réalisés. Donc, c'est tout ça qu'il faut anticiper afin de pouvoir se mettre, pour certains d'entre vous, dès l'année prochaine et pour d'autres dans les années suivantes, en conformité. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, bien entendu. Excusez-moi, je remets mon micro, me revoilà. Merci beaucoup Judith pour cette intervention. Effectivement, se former, on comprend compte tenu de la complexité quand même de tout cela, des normes multiples, des différentes obligations en fonction de l'entreprise qu'on est, etc., de ce qu'il faut faire. Donc, je vous invite fortement, effectivement, à venir assister à cette journée de formation animée par Judith, dont la prochaine date et dernière date 2024 sera le 2 décembre. Et puis, il y a déjà sur le site les dates 2025, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, sur les assureurs et les mutuelles concernées, concrètement, alors je sais que vous avez effectivement dit sur un plan opérationnel ce que ça allait, comment ça allait impacter les différentes entreprises, mais si on pouvait résumer, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité? Alors, en priorité, à mon sens, c'est bon, bien sûr voir déjà si on est dans le champ d'application, ça c'est la base. Voilà. Et c'est faire ce fameux gap analysis, c'est-à-dire que regardez si vous avez déjà des publications sur ESG, parce que beaucoup ont, j'ai regardé sur les sites des assureurs, les grands assureurs ont, pas tout le monde sans doute, ont déjà des publications sur ESG. Donc, voir en quoi les publications actuelles pourraient être modifiées, devraient être modifiées pour prendre en compte CSRD. La deuxième chose, c'est sans doute, et le plus vite possible, de trouver un auditeur externe, parce que ça, c'est très important. Et ensuite, de voir quelles actions peuvent être menées. Mais mon expérience dans le domaine, puisque j'avais commencé à travailler sur ces sujets dès les PRI, moi, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, mon expérience dans ce domaine pour avoir travaillé avec des fonds de private equity, c'est qu'on peut commencer doucement et monter en puissance. Il y a plusieurs avantages à ça. D'abord, c'est plus simple au départ, au terme de collecte des données, du système d'information, et d'autre part, en termes de relations adhérents, clients, investisseurs, c'est toujours mieux d'afficher un progrès plutôt que d'essayer d'atteindre un niveau dès le début qu'on aura du mal à atteindre. Il faut savoir que les objectifs, c'est quand même déjà des objectifs de transparence sur ce qui est fait et ce qui existe. Donc, voir aussi si vos systèmes d'information permettent de récupérer les données qui seront nécessaires à l'élaboration du reporting. Mmh. Oui, effectivement. Ne pas partir trop fort pour pouvoir justifier d'une progression au fil du temps et au fur et à mesure de la mise en place de ces différentes normes. Et puis peut-être une dernière question pour terminer. Où en est la place? Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, mais est-ce que vous pouvez nous en donner si... Bonne question. Alors, la place commence à s'inquiéter, il faut aller vite. Donc, certains viennent en formation, d'autres ont déjà choisi leurs auditeurs, mais j'en ai rencontré des auditeurs externes, eux-mêmes ont passé un certificat pour avoir ce label d'auditeur, donc ils sont eux-mêmes sur les starting blocks. Il y a déjà un certain nombre de publications sur les critères ESG, mais à mon sens, il n'y a pas encore, j'en ai pas rencontré d'entreprise qui a déjà mis en place ce format. Ils sont en train de s'y intéresser en s'affolant un peu, de format pour la directive CSRD. Alors, quand même, pour rassurer un peu tout le monde, c'est aussi quelque part normal puisqu'on attend des détails. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est suivre de très près les publications qu'on aura en juillet 2025 parce que là, on aura du détail. Si vous voulez, là, on est quand même à un niveau de norme où on voit ce qu'on aura à faire, mais il nous manque le concret, si je puis dire. Donc, on voit la cible, on sait vers où on doit se diriger, mais il nous manque un certain nombre de détails. Donc, il faut suivre. Si vous êtes dans des groupes de travail de fédérations de mutuelles ou d'assurance, eux-mêmes sont les interlocuteurs en général pour répondre à des consultations de régulateurs. Donc, ils suivent en avant-projet
les normes de niveau 2, comme on les appelle, et il faut être dans les starting blocks de ces groupes-là aussi. Voilà, donc il nous manque effectivement une espèce de trame qui nous permette effectivement d'avancer par rapport à tout ça. Absolument. Bon, mais écoutez, Judith, il me reste à vous remercier pour cette intervention. Merci à tous. Encore une fois, venez l'écouter de manière plus générale, plus globale et poser toutes vos questions lors de la prochaine formation. Et puis, bah, écoutez, compte tenu de l'heure, je vous souhaite à tous un très bon appétit et un petit peu par avance, un très bon week-end. À bientôt pour un nouveau webinaire du département formation de l'Argus de l'assurance. Bonne journée, au revoir. Au revoir.